Bonjour et bienvenue au webinaire de cette semaine de la série Comment poursuivre la gestion des déchets pendant la pandémie de la Covid-19. Merci encore une fois de vous joindre à nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation des systèmes. Je m'appelle Nelly Cap, je travaille dans la section de la gestion des déchets à ONU Habitat et ce webinaire est organisé conjointement par ONU Habitat et l'Institut de Wuppertal dans le cadre de l'Open Pathways Project. Avant de commencer, juste quelques conseils techniques. Il y a une boîte à questions sur votre panneau de contrôle. Utilisez-la pour poster les questions. Veuillez signaler à qui la question s'adresse et si vous voulez juste dire bonjour, si vous voulez faire un commentaire ou nous faire part de quelque chose, veuillez utiliser la fonction chat pour cela. D'accord. Et juste à titre d'information, ce webinaire est enregistré et nous allons mettre l'enregistrement à votre disposition après le webinaire sur le site web dans lequel vous êtes également inscrit. Super! Avant de commencer, je voudrais présenter une collègue de l'Institut de Wuppertal. Elle s'appelle Lisa et elle m'aidera à vous faire une courte introduction. Mais laissez-moi partager mon écran pour vous et aussi vous guider à travers l'agenda. Après avoir entendu quelques mots de Lisa, nous allons parler de la gestion des déchets municipaux pendant la Covid-19 dans le cadre de la présentation de Paolo Marengo, qui est de l'Association des villes et régions pour une gestion durable des ressources. Ensuite, Donovan Story du Global Green Growth Institute parlera de l'émergence des nouveaux et anciens déchets. Puis, je ne suis pas sûre, je ne sais pas si vous pourrez, j'espère qu'à ce moment, permettez-moi d'arrêter les partages d'écran pour une seconde. Je vais le partager encore avec vous plus tard parce que, ok, maintenant ça devrait aller. Je vais le partager à nouveau avec vous. Ok, il y a encore quelques problèmes, j'en suis vraiment désolé. Nous pouvons vous voir, Nelly. Ok, je ne vois pas. Ok, j'espère que c'est la diapositive que vous voyez. Je voulais vous dire que Nicolas Herman va nous présenter des mesures et, espérons-le, Zhang Cheng de Wuhan en Chine nous parlera de la réadaptation du système. Je vais donc donner la parole à Lisa. Lisa, rejoignez-nous s'il vous plaît. Alors, merci aussi de mon côté, au nom de l'Institut de Wuppertal, de participer au webinaire d'aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu participer au premier webinaire de la série la semaine dernière, permettez-moi d'en résumer brièvement les points principaux. Vous trouverez tous la vidéo et les diapositives, ainsi qu'un résumé sur le site internet newarkcampus.org. Le premier intervenant, Kate Medlicott, est la chef d'équipe de l'unité de l'assainissement et de l'assainissement des eaux usées et de la santé de l'OMS. Et dans sa présentation, elle a mis en exergue 5 points clés sur ce que vous pouvez faire, que je voudrais maintenant partager avec vous ou vous rappeler. Premièrement, il s'agit de mettre en place des installations d'hygiène des mains et de rendre leur utilisation obligatoire. Elle a vraiment souligné que c'est la mesure de prévention la plus importante, suivie du plaidoyer pour l'inclusion des WASH et de la gestion des déchets solides dans les plans Covid-19 des pays, donc dans les établissements de santé, dans les écoles et dans les espaces publics. Elle a ensuite parlé de la nécessité d'une amélioration rapide de WASH et de la gestion des déchets des soins de santé dans les établissements de soins de santé, notamment ceux où les patients Covid-19 sont ou seront traités. Et quatrièmement, du renforcement de l'appui aux WASH et aux travailleurs du secteur de la gestion des déchets solides et aux promoteurs de l'hygiène, afin qu'ils disposent d'équipements de protection, de formation, de dispositifs d'hygiène des mains au travail et à la maison, qu'ils bénéficient également de la libre circulation et de la protection, et enfin, que les prestataires de services disposent de fournitures de réserve et de plans d'urgence en ce qui concerne les produits de désinfection chimique et les tests de dépistage de chlore. Parce que l'inactivation efficace du virus sur les surfaces peut être réalisée en 1 minute en utilisant des désinfectants courants. Le deuxième intervenant était Antonis Mavropoulos, le président de l'Association internationale des déchets solides ISWA. Il a présenté ses considérations sur l'impact de la Covid-19 sur la gestion des déchets solides municipaux. Pour commencer, il a souligné l'importance de la science et des données scientifiques pour la prise de décision, ainsi que l'importance de la coopération et de la coordination mondiale.
Il a relevé bien que cette situation puisse à certains égards avoir un effet unificateur, la crise actuelle fragmente également notre monde en riches et pauvres, et en bons et mauvais services de gestion des déchets. En outre, Antonis a souligné le fait que les pandémies sont urbaines et que la Covid-19 pourrait aider à la reconnaissance de la gestion municipale des déchets solides comme un service essentiel. Et les gouvernements devraient mettre en place des mesures pour faciliter une prestation sûre de ces services. Il a mis en exergue 4 priorités clés des municipalités en cas de pandémie concernant la gestion des déchets solides. Premièrement, poursuivre le service sans créer de risque pour la santé publique dû à une gestion inadéquate des déchets. Prendre des précautions supplémentaires pour les travailleurs formels et informels du secteur de la gestion des déchets. Adapter les activités de recyclage afin d'éviter la contamination croisée et les infections. Et assurer un traitement et une élimination sûre des quantités accrues de déchets de soins de santé et médicaux. Antonis a terminé en soulignant l'importance des déchets solides municipaux dans notre vie quotidienne, qui devient plus évidente que jamais en ces moments particuliers. Et je pense qu'avec ces 4 priorités, il a également relevé les questions cruciales que nous espérons couvrir dans cette série. Sur ce, je vous repasse la parole, Nelly. Merci Lisa d'avoir partagé ces réflexions de la semaine dernière. Avant de commencer, comme vous le savez déjà du webinaire de la semaine dernière, nous voulons toujours savoir quelque chose de vous. Nous allons donc commencer avec notre premier sondage. Vous aurez en tout 4 d'entre eux au cours de ce webinaire. Le premier est déjà affiché sur votre écran. Nous voulons juste savoir d'où vous venez, où vous travaillez, afin que nous sachions qui nous écoute. Vous pouvez nous dire si vous êtes du gouvernement ou d'une ONG, du secteur privé, du monde universitaire ou autre. Je vais donc vous donner un peu plus de temps pour trouver le bon bouton. Et puis je dirais, nous allons boucler le sondage. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un mélange. Environ un tiers viennent d'ONG et un tiers d'autres types d'institutions. Donc, merci de partager avec nous. Nous allons continuer à vous poser des questions pendant le webinaire. Maintenant, accueillons notre premier intervenant. Il s'appelle Paolo Marengo et il est responsable de programme et expert senior à l'ACR+, spécialisé dans la gestion des déchets et l'économie circulaire. Il est actuellement impliqué dans plusieurs projets concernant la symbiose industrielle et les solutions circulaires dans la chaîne de valeur du bâtiment, la mise en œuvre de l'approche cycle de vie dans les politiques régionales, l'atténuation, l'adaptation au plan de lutte contre le changement climatique. Il rédige également des rapports techniques pour soutenir les membres de ACR+. Paolo est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en génie de l'environnement de l'Université Polytechnique de Turin. Paolo, nous attendons votre présentation avec un vif intérêt. Oui, donc bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Je vous remercie Nelly pour votre présentation. C'est un plaisir d'être ici et merci d'organiser cette série de webinaires si intéressants. Donc, je vais lancer ma présentation. Oui, est-ce que ça va? Oui, maintenant c'est bon. Je voulais juste vous informer de la présentation. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, donc je vais parler de la gestion des déchets municipaux et de la Covid-19. Et voici le programme de ma présentation. Je vais parler de la collection des pratiques, des processus de prise de décision, du recyclage des voies de compostage, ainsi que de certains des principaux défis à relever dans le contexte de cette crise en ce qui concerne la gestion des déchets municipaux en cette période. Alors, cette photo vous semble-t-elle familière? C'est, disons, un système primitif de ramassage d'ordures lorsque la collecte des déchets a commencé en tant que moyen de protéger la santé des citoyens. L'épidémie de la Covid-19 a donc à nouveau mis la santé au cœur de la gestion des déchets. Et même si la pandémie du coronavirus a une dimension mondiale, elle revêt également une forte dimension locale.
même plus accentuée en matière de gestion des déchets. En effet, dans la plupart des pays européens, la gestion des déchets municipaux incombe aux autorités locales, surtout lorsqu'il s'agit de la collecte. Par conséquent, il y a une grande différence selon le degré auquel les autorités décentralisées se sont adaptées à la situation d'urgence. Permettez-moi donc de dire quelques mots sur l'ACR+. ACR+, comme Nelly l'a mentionné, est l'Association des villes et régions pour une gestion durable des ressources. Et nous sommes un réseau technique. Nous publions donc des études, participons à des projets, facilitons les échanges d'expériences entre nos membres. Et bien sûr, nos membres ont été fortement influencés par la Covid-19 et certains d'entre eux nous ont demandé un appui afin d'obtenir des informations sur la gestion des déchets dans la situation actuelle. Donc en somme, nous avons commencé à échanger avec les membres, à contacter les partenaires de projet, à partager des informations avec nos contacts au sein d'autres organisations. Et c'est ainsi que notre initiative a débuté. Le résultat en est la page web que vous pouvez trouver sur notre site et vous avez le lien ici, en haut de la diapositive. Donc, en ce qui concerne les services de collecte des déchets municipaux, c'est très compliqué d'avoir une image précise de la situation actuelle, parce qu'il y a des processus très divers et dynamiques en cours. Nous avons essayé de résumer les principales tendances observées dans cette illustration schématique. Mais il est important de souligner que l'objectif de ce schéma n'est pas de fournir des lignes directrices, mais plutôt de schématiser les principales tendances observées. Et comme vous pouvez le constater, nous avons scindé la gestion des déchets municipaux en blocs. Et pour chacun d'entre eux, nous avons indiqué les principales tendances. Ainsi, en termes d'adaptation générale, nous avons observé un impact significatif sur les sites, zones et centres de déchets. De même, les services à la demande spécifiques, tels que la collecte des déchets encombrants et de jardin, ont été interrompus pour donner la priorité à d'autres services, tels que la collecte des déchets résiduels et déchets biologiques. Les opérations de nettoyage cyclique ont également été au centre des préoccupations et dans plusieurs cas, nous avons remarqué la diffusion d'instructions et de procédures spécifiques pour ce genre de service. Ainsi, en ce qui concerne la gestion des déchets ménagers, les tendances majeures observées portent sur la communication d'instructions spécifiques aux ménages, avec des cas confirmés ou suspectés de personnes infectées. Et les instructions sont d'arrêter de sortir ces déchets séparément et de demander à ces ménages de se débarrasser uniquement des déchets mélangés en les mettant dans 2 ou plusieurs sacs bien fermés. Certains pays ont fixé une durée minimale de conservation à domicile avant de sortir les déchets pour la collecte. Et ce temps varie d'un pays à l'autre, par exemple d'un jour, c'est le cas en France, à quelques jours, comme c'est le cas par exemple au Royaume-Uni, en Estonie et dans d'autres pays. Dans certaines institutions étatiques, des services spécifiques d'assistance aux personnes qui ont des cas de Covid-19, des mesures ont été adoptées afin de maintenir la séparation des flux de déchets. C'est le cas par exemple dans certaines régions d'Italie, comme la Toscane et la Sicile. Mais bien entendu, ce choix comporte de nombreux défis en termes de logistique et de gestion de la dette. Pour les autres citoyens, les tendances consistent à essayer de maintenir la séparation à la source. Bien sûr, il y a des modifications en termes de fréquence de collecte et dans certains cas, dans les systèmes de collecte. En cas d'interruption temporaire de la collecte, les citoyens sont normalement invités à coopérer en essayant de garder autant que possible les fractions de recyclables secs telles que le verre, le papier, le carton à la maison. Bien sûr, les conditions locales jouent un rôle important. Disons que les zones rurales sont plus résilientes en termes d'adaptation en raison, par exemple, du fait qu'on y dispose normalement de plus d'espace pour stocker les déchets à la maison. En ce qui concerne le traitement des déchets, les opérations automatisées sont normalement encouragées afin de réduire les opérations manuelles. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Et les opérations logistiques telles que le transfert et le stockage des déchets sont également affectées. Certaines régions ont mis en place des dérogations afin de permettre les stockages à forte capacité,
pour garantir un peu plus de flexibilité dans la logistique et les chaînes d'approvisionnement. Cependant, cela pourrait générer des risques en termes de conditions sanitaires, de risques d'incendie, etc. Ainsi, lorsqu'il s'agit de processus de prise de décision, nous avons observé un large éventail d'adaptations résultant soit en des approches descendantes ou ascendantes. Dans certains pays, la préparation de plans d'urgence a commencé avec des lignes directrices publiées à l'échelle nationale par les établissements de santé, puis ces plans ont été transposés et adaptés aux plans de mise en œuvre locaux. Disons que les trois leviers que sont les autorités nationales, les autorités décentralisées et les communautés locales doivent se déployer dans la même direction afin de garantir que la mise en œuvre effective s'aligne sur la stratégie. Les informations que nous avons reçues du terrain révèlent diverses lacunes et goulets d'étranglement le long des itinéraires de recyclage et de compostage. Et cela pose problème par rapport aux objectifs environnementaux, mais aussi en termes de couverture des coûts pour les autorités locales. Vous pouvez donc voir ici quelques exemples d'actions locales pour accroître la résilience des systèmes. Ces exemples proviennent de certains de nos membres et ce sont des actions de communication à l'endroit des citoyens pour faire face à la situation d'urgence en mettant en exergue la prévention des déchets. Comme je l'ai déjà dit, il est difficile d'avoir des chiffres précis et de présenter des images cohérentes de ce qui se passe au niveau local, puisque tous les processus sont en constante évolution. Certains des services de collecte peuvent être interrompus, puis réactivés en fonction des décisions nationales par exemple. Et dans cette diapositive, nous avons souligné certains des défis tels que le changement de comportement des citoyens, la nécessité de réaffecter le personnel, de redéfinir les itinéraires de collecte, de mettre en œuvre des mesures de santé et de sécurité, telles que des modifications des... Donc, pour en venir au feedback en provenance du terrain, dans cette optique, nous avons affiché quelques données des enquêtes fournies par Amorce en France et ADEPT en Angleterre. Ce sont deux associations de collectivités locales et les deux enquêtes visent à analyser les modifications des services de collecte pendant le confinement. Dans l'ensemble, la collecte des déchets mixtes est maintenue. Bien qu'il y ait quelques perturbations dans les différents services de collecte, les impacts les plus importants se ressentent dans les déchets encombrants et les déchets de jardin et les sites de déchets. Et malheureusement, on constate aussi une certaine hausse des dépôts sauvages. En ce qui concerne la production de déchets, il existe des données sur les déchets générés en Catalogne et dans la ville de Milan. Dans la région de Catalogne, les déchets mixtes ont enregistré une baisse d'environ 12%, alors que les quantités de déchets triés à la source ont diminué d'environ 20%. À Milan, la production totale de déchets a connu une baisse de presque 30% avec des chiffres variables. Pour ce qui est des autres fractions de déchets, il convient de noter que les déchets résiduels ont enregistré une baisse plus importante que les autres fractions de déchets observées. Ce qui signifie que la séparation continue de fonctionner assez bien, même si bien sûr, il est difficile de comparer cette situation avec, disons, la situation de business as usual. Ces données reflètent les impacts en termes d'activités touristiques, de déplacements d'affaires, etc. Donc, en fin de compte, nous avons beaucoup de leçons à tirer de cette expérience, et puisque nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales, nous allons lancer une étude pour analyser la qualité des systèmes de collecte locaux, comment ils ont fonctionné, afin d'améliorer leur résilience et de trouver les facteurs clés pour enseigner les plans d'urgence, mais aussi pour évoluer vers des modèles plus durables. Voici quelques liens vers des pages web où nous espérons que vous pourrez trouver quelques informations sur ce qui se fait au niveau international. Et oui, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je me réjouis d'entendre vos questions. Et si vous êtes intéressé à contribuer à nos pratiques de collecte, votre contribution sera fortement appréciée. Donc, merci beaucoup. Super. Merci Paolo. Et d'abord, la première question qui vous est posée est la suivante. Vous nous avez montré les tendances observées. Peut-être pourriez-vous nous dire rapidement
ou vous avez sélectionné ces villes membres, n'est-ce pas? Alors, où se situent essentiellement vos villes membres? Oui, en fait, nos villes membres proviennent pour la plupart des États membres en Europe. Donc, les principales tendances reflètent ce qui se passe en termes de, disons, en Europe. Donc oui, je dirais que nous recueillons aussi certaines pratiques dans d'autres pays hors de l'Europe, mais en effet, nos chiffres reflètent davantage ce qui se passe en Europe. Oui, merci beaucoup. Et peut-être aussi, pour s'y appesantir un peu, que pensez-vous quelles sont les tendances clés dont vous pensez aussi qu'elles se manifesteront probablement ou devraient se manifester dans les pays où le système de gestion des déchets diffère du système européen, n'est peut-être pas aussi développé ou est tout simplement légèrement différent? Oui, je pense que tout d'abord, la principale préoccupation porte sur les travailleurs qui œuvrent en première ligne. Donc oui, disons, ou dans les pays où les systèmes sont moins automatisés, disons peut-être plus informels, les services fournis de manière informelle, il est extrêmement important d'aller vers les travailleurs avec des informations claires et précises sur les risques et les mesures de sécurité et de santé qu'ils doivent respecter afin de minimiser le risque. Et aussi, je pense que la communication avec les citoyens représente un point clé. Je pense donc que, par exemple, comme je l'ai montré, les actions de communication axées sur la prévention peuvent être appliquées partout, car il est nécessaire d'essayer d'adapter le comportement des citoyens dans une telle période. C'est très important de le faire pour accroître la résilience. Donc, quel que soit le système, la contribution des citoyens est cruciale et, comme je l'ai dit, des informations précises aux travailleurs pour les sensibiliser par rapport aux risques et aux mesures qu'ils doivent adopter pour minimiser les problèmes de santé et de sécurité. C'est très important. Oui, très bien. Merci de partager et je suis contente de ce que nous allons parler plus en détail de la sécurité des travailleurs la semaine prochaine. Je pense aussi qu'aujourd'hui, nous allons peut-être en entendre un peu plus sur la communication. Donc, avant de passer à notre prochain panéliste, nous allons partager le prochain sondage avec vous. Il est déjà affiché sur vos écrans. Veuillez nous faire savoir comment la sélection des déchets dans votre ville a été adaptée. Nous avons appris qu'il y a eu quelques changements. Avez-vous perçu cela dans votre ville? Y a-t-il eu un changement dans la fréquence de la collecte? Vous a-t-il été demandé d'arrêter de trier les déchets? Vous pouvez aussi choisir plusieurs réponses. Si elles s'appliquent toutes, veuillez cocher toutes les cases. S'il vous a été demandé de stocker quelque chose à votre domicile ou ailleurs, y a-t-il eu une interruption ou une réduction des services à la demande, ou une poubelle, ou un type de sac séparé, ou autre chose pour les déchets liés à la COVID-19? Je vais vous donner un peu plus de temps pour répondre à ces questions, afin que nous puissions voir ce qui s'est passé. Je vois qu'il est encore tôt pour certaines personnes. Tout le monde hésite un peu à répondre. Mais il est temps de se réveiller maintenant, si c'est le matin. Peut-être même qu'on est déjà en soirée, selon l'endroit où vous vous trouvez. Ok. Super, alors, nous allons clôturer le sondage et partager les résultats avec vous. Nous pouvons constater qu'il y a eu un changement dans la fréquence de collecte. En outre, il n'y a pas eu plus de tri à la source. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. C'est aussi très intéressant pour tout le monde de le savoir. Nous allons donc maintenant passer à notre prochain intervenant, Dr. Donovan Story. Il est actuellement le directeur adjoint et leader urbain de Green Cities au Green Growth Global Institute à Séoul. À ce titre, il dirige l'équipe au siège et travaille avec 33 équipes pays, ainsi qu'avec les principales parties prenantes pour identifier et mettre en œuvre les politiques et projets d'appui aux transformations vertes, telles la gestion des déchets et l'économie circulaire dans les villes d'Afrique, d'Asie et de l'Amérique latine. Avant de rejoindre le Global Green Growth Institute, Donovan a travaillé pour les Nations Unies et a enseigné l'urbanisme et la gestion de l'environnement et la gestion du développement dans plusieurs universités. Il est titulaire d'un doctorat en développement international et membre de l'ISWA et d'ISOCARP. Donovan, nous attendons votre présentation avec impatience et nous la voyons parfaitement. Oh, très bien, merci. Et vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de me donner l'opportunité de participer à cet événement important. Je pense que c'est fantastique de le faire pendant que la pandémie suit encore son cours dans de nombreux pays, parce que cela nous offre la possibilité de réfléchir au fur et à mesure que les choses évoluent et aussi de revenir sur ces réflexions plus tard dans le temps
et de voir ce que nous avons mal fait et ce que nous avons bien géré. Mais c'est très important évidemment à l'heure actuelle de pouvoir répondre à la crise actuelle au moment même où elle émerge, plutôt que d'attendre un moment particulier plus tard dans le temps. Donc je félicite vraiment tous les organisateurs d'avoir mis sur pied ces webinaires en ce moment, ainsi que bien entendu les personnes qui prennent le temps de participer de par leur présence et leurs questions. Donc ma présentation est vraiment, comme le titre le suggère, elle examine les nouveaux et les anciens déchets. Je dispose d'un temps limité, donc je voulais juste vraiment me concentrer sur quelques messages clés. Tout d'abord, quelques mots sur le Global Green Growth Institute. Je suis basé au siège ici à Séoul, en République de Corée. C'est une organisation fondée sur un traité qui a presque 10 ans d'existence aujourd'hui. L'Institut appuie les pays dans la transition vers un modèle de développement basé sur la croissance verte, vers une économie verte, et l'économie circulaire est très importante pour notre travail, en particulier notre travail urbain. Nous travaillons essentiellement, nous comptons maintenant 36 pays membres. Nous travaillons sur des paysages durables, sur l'énergie durable. Nous travaillons aussi dans les villes et dans le secteur de l'eau. Certaines de nos approches par rapport aux déchets, pour ceux qui s'y intéressent, juste dans cette optique, vous avez ici un blog récemment développé qui met vraiment en évidence l'approche de Global Growth Institute par rapport aux déchets dans ces pays membres. Et nous travaillons essentiellement dans les pays en développement et les pays à revenus intermédiaires, les économies émergentes. Je parle donc de cette perspective en réalité, ce qui représente une belle addition à la présentation précédente, j'espère. Voici donc quelques éléments clés vraiment, lorsqu'on pose un regard sur des choses qui sont relativement évidentes et constituent de grands défis pour nous qui sommes engagés dans le secteur des déchets, entretenant une passion pour les déchets, les ressources et les approches fondées sur l'économie circulaire. Et nous apprenons très rapidement qu'il n'y a pas de protocole partagé pour les pandémies. Nous pouvons observer une palette variée de réponses de la part des villes, au niveau étatique ou au niveau régional, puis au niveau national quant à la manière de traiter les flux de déchets et la modification des flux de déchets. Même au sein des pays, nous observons des approches très différentes dans les diverses villes. Et même au sein de ces villes, les approches divergent selon les quartiers. Et je pense que l'un des résultats importants, je suppose, dans les discussions qui doivent avoir lieu au-delà de la pandémie actuelle, consiste vraiment à revenir en arrière et se pencher sur les leçons apprises en termes de gestion des déchets, là où les villes et les pays ont bien fait les choses et où des perturbations inutiles sont survenues et ont affecté le système de gestion des déchets. Mais cela dit, bien sûr, nous vivons dans un environnement dans lequel chacun a relativement peur des déchets et de tous les flux de déchets. Et nous savons que lorsque les déchets contaminés sont mélangés avec toutes les autres formes de déchets, l'ensemble du flux de déchets est considéré comme étant contaminé, comme toxique. Pour reprendre les mots d'une personne interviewée aux États-Unis par rapport aux gants et aux objets, au Royaume-Uni aussi par ailleurs, qui sont tout simplement jetés par terre parce que les gens ne veulent pas les ramener chez eux et les mélanger à leurs déchets ménagers, vous savez que vous n'êtes pas en train de jeter des emballages de bonbons ici. Ces produits sont potentiellement toxiques et des matériaux contaminés se retrouvent dans les systèmes hydrographiques et dans les espaces publics ou atterrissent directement dans les décharges, bien sûr. Donc, ce que nous voyons est en réalité une hausse de la crainte des flux de déchets antérieurement contaminés. Ce sera un héritage très difficile. Actuellement, c'est une situation très difficile à gérer, l'aptitude de dissiper cette inquiétude sur ce qui est contaminé et ce qui ne l'est pas dans les flux de déchets. Cela affecte réellement les différents types de comportements que nous observons dans les villes et dans les systèmes de gestion des déchets à l'échelle mondiale. Nous assistons vraiment à une rupture majeure par rapport au message sur les déchets que nous avons tous poussé pendant un bon nombre d'années en matière de déchets par rapport aux ressources, d'économie circulaire, de tri à la source, de recyclage et ainsi de suite. Tous ces éléments représentent réellement le défi en termes des conditions auxquelles tout le monde doit désormais faire face, que ce soit les secteurs formels et informels, les ménages et aussi bien sûr les autorités et les entreprises qui travaillent dans le secteur des déchets. Et donc, nous assistons à une rupture importante de ces systèmes de déchets et messages. Je pense que cela constituera un héritage à partir duquel il va falloir reconstruire. Et bien sûr, nous voyons, comme Paolo l'a souligné, une diminution des volumes de déchets, mais ce que nous observons représente un changement significatif dans les matériaux qui constituent le flux de déchets. Et j'en reparlerai dans quelques minutes, mais nous voyons évidemment plus de gants, plus de masques et de produits plastiques, des mouchoirs en papier. Mais nous n'avons pas vraiment des protocoles connus concernant la manière dont il convient de manipuler ces matériaux, ce qui donne l'impression que le cycle des déchets tout entier est contaminé en raison de l'absence de tri. Et bien sûr, cela n'a pas encore été prouvé scientifiquement. Et nous recevons différents messages tout le temps sur la durée de vie du virus sur certains matériaux, qu'il s'agisse de carton ou de matière plastique ou autres,
et jusqu'à ce que nous ayons des réponses définitives à ce sujet avec le temps, les gens ont le sentiment que le virus peut vivre sur toutes les matières entre quelques heures et plusieurs jours, et même jusqu'à une semaine. Cela signifie qu'il y a un certain nombre d'inconnus connus, comme j'y ai fait référence concernant les systèmes de déchets. Bien sûr, nous commençons à avoir quelques notes d'orientation et quelques partages d'informations, le guide provisoire de l'OMS pour les systèmes de gestion des déchets et bien sûr l'ISWA dont je suis fier d'être un membre. L'ISWA a une page très dynamique qui conseille ses membres sur les matériaux connus au niveau des pays et aussi de l'OMS elle-même et partage ce qui se fait au niveau des différents pays et villes. En termes de nouvelles formes, nous observons quelque chose à laquelle je pense que nous allons vraiment devoir accorder beaucoup d'attention dans le milieu des déchets. Et c'est cette sorte de résurgence des matières plastiques, une sorte de montée en puissance des anciennes formes de déchets auxquelles nous étions confrontés. L'année 2020 allait devenir une année plutôt importante pour un certain nombre de villes et de pays en termes d'interdiction de l'usage unique de sacs plastiques et autres formes de matières plastiques aussi. Nous observons une levée de ces interdictions dont nous espérons qu'elle est provisoire. Mais vous savez, l'industrie plastique a vraiment été, je pense, en première ligne pour ce qui est de dire, vous savez, cela montre l'importance des matières plastiques dans notre société et dans ce contexte, il y a une hausse considérable de la demande sur la base de ce concept de jetabilité et d'hygiène. Et je pense que nous allons vraiment devoir aborder un grand nombre de ces questions, notamment que les plastiques sont une excellente solution parce qu'ils sont jetables et qu'ils sont formidables parce qu'ils gardent tout propre, que ce soit sous la forme de films clairs pour hôpitaux ou de sacs en plastique pour l'emballage des livraisons de nourriture, etc. Donc je pense que cette montée, cette réjouissance du plastique va être un défi difficile mais important qui va nous pousser à trouver des solutions alternatives. Et bien sûr, cette situation est maintenant étayée par un pétrole essentiellement gratuit. Le pétrole est évidemment un facteur clé qui influence le prix du plastique et cela va rendre les matières plastiques extrêmement bon marché par rapport aux autres matériaux. La différence de coût constitue également un facteur important pour beaucoup de changements de comportement de la part même de ceux qui sont plutôt engagés en faveur de matériaux et d'alternatives plus organiques au plastique, mais vont revenir au plastique. Donc, il faudra vraiment réfléchir aux impacts de la remontée de cette résurgence du plastique sur notre flux de déchets. La Thaïlande est un très bon exemple d'un pays qui s'engage à s'éloigner des sacs plastiques à usage unique en particulier. Les entreprises du secteur plastique en Thaïlande ont enregistré des pertes durant plusieurs années parce que les matériaux plastiques ont été de plus en plus éliminés par les grands magasins puis les marchés locaux. Mais nous avons constaté une véritable remontée en termes d'utilisation pour les livraisons et autres. Bien sûr que cela offre une alternative, une opportunité pour nous de réellement réintroduire des sacs et autres matériaux biodégradables dans l'équation, mais cela va nécessiter un effort relativement concerté, à mon avis de plusieurs années. Et l'économie circulaire, encore quelque chose que nous avons travaillé très dur à établir, et elle aussi confrontée à des perturbations majeures. Nous avons constaté un retour significatif aux matériaux à usage unique. Et même par rapport aux matériaux réutilisables, beaucoup de supermarchés et de pays refusent désormais l'accès aux personnes qui utilisent des sacs recyclables, même des sacs en tissu, parce qu'ils disent qu'il pourrait y avoir des virus vivants sur ces matériaux. Et ces personnes ne peuvent pas entrer jusqu'à ce que divers niveaux de changement de protocole soient mis en place. Ainsi, les gens sont encouragés à laisser leurs sacs recyclables, leurs sacs recyclés et leurs sacs à main à la maison, et à utiliser de nouveau les plastiques à usage unique des magasins. Donc, encore une fois, ces différents éléments envoient une variété de messages que nous essayons de contrer depuis plusieurs années, que nous devons adresser en tant que communauté. Et aussi, bien sûr, la cessation du tri à la source, qui a été mentionnée plus haut et également lors du webinaire de la semaine dernière, ce sens qu'on jette tout en vrac, maintenant parce que séparer les matériaux peut également être une activité dangereuse, soit au niveau des ménages, des fournisseurs du secteur formel ou informel. Et cela a vraiment perturbé beaucoup d'efforts de séparation à la source, beaucoup d'éducation sur le tri à la source. Nous travaillons maintenant avec des déchets considérés comme étant dangereux pour la santé. Ainsi, 2 ou 3 choses que nous avons observées, des perturbations du côté de l'offre dans les centres de recyclage de déchets. Paolo a présenté une diapositive dans laquelle plus de 90% des centres de recyclage ont été fermés dans bon nombre de pays, des pays développés et des pays en développement également. Les systèmes ont littéralement arrêté de fonctionner, et cela, quel que soit l'endroit. Je me suis entretenu avec l'équipe de pays, notre équipe de pays au Sénégal dans la nuit, et beaucoup de systèmes et centres de recyclage ont été fermés. Wellington aussi, en Nouvelle-Zélande, a interrompu l'accès aux centres de recyclage parce que il y a des restrictions à la circulation des personnes. Mais les matériaux recyclés sont également considérés comme étant potentiellement contaminés, dangereux à manipuler. Et bien sûr,
Ces perturbations en matière de transport et de main-d'œuvre auxquelles les travailleurs du secteur informel font face dans les pays en développement, leur capacité de collecter les matériaux des différents quartiers et communautés et de les transporter vers d'autres en tant que source de subsistance vitale. Tout cela a également été perturbé, donc les moyens de subsistance de ces personnes ont été affectés en raison des restrictions en matière de transport et également de la crainte de la contamination et de la fermeture de nombreuses stations de recyclage qui affectent les achats y relatifs. Et bien sûr, nous avons soulevé cette question la semaine dernière et ce sera un thème particulier pour la semaine prochaine, les risques biologiques et les risques pour les travailleurs du secteur des déchets, en particulier le secteur informel et ses ramasseurs de déchets. La discrimination et la stigmatisation potentielle des ramasseurs de déchets pourraient aussi être débattues à l'avenir. Je pense que c'est quelque chose que nous devons observer. Beaucoup de ramasseurs de déchets viennent de communautés marginalisées et plutôt pauvres, et parfois cela est défini par l'ethnie ou l'appartenance religieuse, comme dans le cas du Caire par exemple. Et je suis d'avis qu'il faut garder un œil sur la discrimination potentielle des ramasseurs de déchets, vus comme des porteurs potentiels de virus, car ils travaillent avec ces matériaux. Il y a également une forte dimension des droits de l'homme qui me semble importante. Cependant, je voudrais clore sur une note légèrement optimiste en quelque sorte, j'espère. Mon message positif est que j'espère, et nous espérons tous que ces perturbations sont limitées dans le temps, que ce sont des choses qui peuvent être surmontées, et nous pouvons avancer vers un retour à la situation antérieure, peut-être même vers une position plus forte dans la communauté des déchets suite à cette pandémie. Alors, quelles sont les opportunités? Oui, quelles sont certaines des opportunités en ce qui concerne le monde des déchets? Eh bien, je pense que certaines des opportunités et des points positifs résident en ce qu'il y a eu une très forte attention portée sur les environnements publics propres et sains, en particulier les espaces publics, ainsi que sur le droit à un environnement sain. Je pense que cela a été un moteur très puissant pour pouvoir associer cela à la gestion des déchets au futur. Je pense qu'il y a un excellent exemple à Accra au Ghana d'un nettoyage massif de la ville auquel l'ensemble du gouvernement, les autorités locales, le gouvernement central, le secteur privé et les communautés se sont engagés. Mais bien sûr, d'un autre côté, vous avez le Sénégal, par exemple, où les jours de nettoyage public ont été supprimés pour l'instant. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a un désir et une compréhension de ce que les espaces publics devraient être sains, qu'ils devraient être propres, et que les gens ont le droit de jouir de ces espaces. Et cela est très fortement associé à la gestion des déchets et lié aux services et aux infrastructures de base en tant que bien public essentiel. C'est-à-dire qu'un système efficace de gestion des déchets est crucial pour un environnement sain, un environnement propre. Il s'agit ici d'un bien public essentiel et non uniquement d'un bien privé. Nous voyons donc aussi, nous espérons voir un engagement accru des gouvernements locaux et nationaux et du secteur privé en partenariat, mettant l'accent sur la gestion des déchets comme étant une partie intégrante d'un environnement propre et sain. Le simple fait de maintenir le changement de mentalité pour une reprise plus verte constitue un élément essentiel, et je pense que mes dernières remarques portent vraiment sur ces derniers termes. Si je peux évoquer par exemple une innovation en Corée pour surmonter la crainte de matériaux contaminés, les personnes qui s'avèrent être positives, avoir une réponse positive, un test positif par rapport au virus, ou celles qui sont en train de passer leurs 14 jours de quarantaine lorsqu'elles entrent dans le pays, ont un système d'élimination des déchets complètement séparé, des sacs différents, un système de ramassage différent et ainsi de suite. Il y a donc beaucoup d'innovations autour de la gestion des déchets qui sont potentiellement, à mon avis, très utiles en termes de leçons à apprendre. Et je pense que la dernière leçon consiste en ce que nous avons des vulnérabilités communes et aussi des potentiels avantages communs à tirer d'environnements propres et sains, d'un système de gestion efficace des déchets, et que nous ne pouvons pas nous permettre au futur de voir différentes parties de nos environnements urbains touchés négativement et penser que nous pouvons nous dissocier des implications et des impacts qui en résultent. Ensuite, si je peux m'inspirer des ODD en ce qui concerne, bien sûr, une des choses que nous avons tous apprises, c'est que nous ne pouvons pas laisser la santé de qui que ce soit en rade parce que nous vivons dans une communauté mondiale. Cette pandémie qui a commencé dans une ville de taille moyenne à grande, en Chine, est devenue en quelque sorte l'affaire de tous et a affecté la vie de chacun d'entre nous, les moyens de subsistance de chacun d'entre nous. Et nous devons maintenant confronter le fait que nous ne pouvons pas avoir des environnements malsains dans une partie de notre ville ou une partie de notre monde et ne pas être affectés par cela en tant que communauté mondiale. Je pense donc que le sens d'inclusion en matière de fourniture de services, d'engagement collectif dans la quête de solutions pour des environnements sains représente également un élément essentiel à promouvoir dans le cadre de la discussion que nous devons mener. Merci beaucoup, Nelly. Très bien. Merci, Donovan. J'ai juste une question de suivi rapide. Veuillez donner une réponse brève afin que les autres aient aussi le temps. Vous avez parlé de nouveaux et anciens déchets, de l'émergence des déchets, nouveaux et anciens. Pensez-vous que nous allons observer une hausse des déchets marins? Oui.
Et je pense que c'est l'une des préoccupations, notamment au vu des types de nouveaux déchets que nous voyons. Ce sont de très très petites formes en plastique, à savoir des gants et des masques, des sacs en plastique plus petits, etc. Donc je pense que ces choses peuvent très facilement, ce ne sont pas des produits volumineux, ils peuvent très facilement s'infiltrer dans les écosystèmes, dans les systèmes fluviaux, dans les espaces publics et ensuite, bien sûr, comme nous le savons, par le lien avec des systèmes hydrographiques contaminés et pollués par le plastique dans nos océans. Le problème est donc que ces matériaux n'ont que peu de valeur. Ce sont des masques et des gants très fins, ils ne sont pas recyclables, ils n'ont pas une valeur en termes de recyclage. Et quand les choses n'ont pas cette valeur, elles ne sont pas récupérées, elles ne sont pas ramassées et elles se retrouvent dans nos écosystèmes. Je pense donc qu'il est extrêmement important que nous trouvions des solutions à ces nouvelles formes de déchets aussi vite que possible. Très bien, merci. Nous reviendrons vers vous avec d'autres questions plus tard. Avant d'accueillir les prochains panélistes et avant que nous ne passions aux expériences des municipalités, nous avons un autre sondage pour vous. Aujourd'hui, c'est l'heure des sondages, alors regardez vos écrans, préparez-vous à répondre. C'est une question que nous avions déjà posée la semaine dernière, c'est pourquoi nous voulons que vous le refassiez cette semaine. La question est la suivante. Votre production personnelle de déchets a-t-elle augmenté depuis le début de la Covid-19 ? C'est un simple oui, non ou pas sûr. Donc tout le monde devrait pouvoir choisir. Je vais vous donner juste quelques secondes de plus. Et ensuite, nous allons partager les résultats avec vous. Donc après, je veux dire qu'on peut toujours voir ce qui se passe. Bon, il semble en fin de compte que ce soit plus ou moins moitié-moitié. Près de 50% des personnes interrogées disent oui, elle a augmenté, et le même pourcentage dit non. Juste quelques personnes ne sont pas sûres. Donc, c'est en fait, la semaine dernière, nous avons certes eu plus de gens qui ont dit oui, mais c'était aussi plus ou moins moitié-moitié. Donc, je suppose que c'est le résultat. Notre prochain intervenant s'appelle Nicolas Herman. Elle travaille pour le département municipal 48 à Vienne, qui est chargé de la gestion des déchets solides à Vienne. Elle a d'abord travaillé dans le domaine de la minimisation des déchets et géré plusieurs projets de prévention des déchets de la ville de Vienne. Depuis juin 2018, Nicolas travaille à l'immigration et est principalement responsable de la communication technique du modèle viennois de gestion des déchets aux autres spécialistes du domaine ou au public. Elle a étudié la gestion des bioressources à Vienne et en Géorgie aux États-Unis et s'est ensuite spécialisée dans la gestion des déchets. Cher Nicolas, nous sommes heureux de vous compter parmi nous et nous réjouissons de suivre votre présentation sur Vienne. Bonjour à tous. Je partage mon écran avec vous afin que vous puissiez également voir ma présentation. Très bien. Vous voyez bien la présentation? Oui, merci. Ok, parfait. Donc, je peux commencer? Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Herman. Merci pour l'introduction, Nelly. Je travaille pour le département municipal 48 de la ville de Vienne, qui est responsable de la gestion des déchets, entre autres. Étant donné que les participants viennent des 4 coins du monde, j'ai opté de commencer par une brève introduction de la ville de Vienne. Vienne compte près de 2 millions d'habitants sur une superficie de 415 km² et nous avons presque 1 900 000 ménages qui constituent l'entité avec laquelle MA48 travaille, puisque nous sommes responsables de la collecte des déchets. Et Vienne est aussi la capitale de l'Autriche, mais en même temps une province, ce qui est important, car cela signifie que nous avons notre propre législation sur la gestion des déchets, puisqu'en Autriche, chaque province a sa propre législation sur la gestion des déchets. D'accord? Très bien. Alors, qui est responsable de la gestion des déchets municipaux à Vienne? Comme pour tout service public, la responsabilité incombe au maire de notre ville, qui est actuellement Michel Ludwig. Vous pouvez le voir ici sur la photo. Et nous avons ensuite plusieurs conseillers municipaux qui sont responsables de domaines plus spécifiques de la gestion de la ville. Le conseiller municipal responsable des déchets
et autres est Uli Sinner, la dame qui figure à côté de notre maire ici. En tant qu'autorité, un autre service municipal dénommé MA22 est responsable. Il s'agit du département chargé de la protection de l'environnement. Ainsi, ils définissent essentiellement les règles et au niveau opérationnel. C'est le service pour lequel je travaille, MA48, en collaboration avec Vin Energy, qui est le fournisseur municipal en énergie. Les principales tâches du MA48, ce qu'il est important de comprendre quand nous en venons à la façon dont nous avons adapté le système à la Covid-19, c'est que nous sommes non seulement responsables de la gestion des déchets, mais aussi de bien d'autres choses, comme le balayage des rues, le service divers, la gestion des centres de recyclage de la ville, ou encore de l'ensemble du parc automobile, entre autres choses. Et dans ce contexte, nous avions par conséquent la possibilité de puiser dans un vaste réservoir d'employés et de main-d'œuvre qui travaillent également dans des domaines moins pressants que les services de collecte des déchets. Ce qui nous a beaucoup aidé, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour que vous puissiez donc vous faire une petite idée de la municipalité, nous avons 3200 employés au total et près de 90% d'entre eux sont vraiment opérationnels et dans les rues. Et nous avons 720 collecteurs de déchets qui utilisent 290 camions de collecte, généralement du lundi au vendredi, parfois aussi le samedi, et un autre pool de près de 1000 employés qui travaillent dans les services de nettoyage des rues. Notre modèle à Vienne est que nous, en tant que municipalité, sommes responsables de toute la chaîne de gestion des déchets. Nous n'avons pas de contrat avec des installations de traitement des déchets comme beaucoup d'autres endroits. Tout est organisé au niveau municipal, de la planification, la collecte, le traitement, jusqu'à l'élimination des déchets résiduels issus de l'incinération. Toutes les opérations sont menées par le secteur public. Nous avons un système de tri à la source à Vienne, donc les populations, les citoyens sont responsables de mettre leurs déchets dans la poubelle appropriée. Tout ce qui atterrit dans la poubelle à déchets résiduels à Vienne est incinéré sans aucun tri préalable, de sorte que les déchets résiduels sont collectés et transportés directement vers l'une des usines de valorisation énergétique des déchets. Et pour le reste des bacs, notamment pour le papier et les cartons, nous avons une poubelle mixte pour les cartons de boissons, les déchets métalliques, des bouteilles en plastique et aussi une fraction de déchets organiques pour les déchets de jardin. La même chose pour le verre transparent et le verre coloré. Ces matériaux sont ensuite séparés davantage et acheminés vers le recyclage. Nous avons à peu près le même nombre de bacs pour les déchets résiduels que pour les recyclables et maintenant, lors de la Covid-19, notre objectif principal était vraiment de maintenir les services de collecte au même niveau de qualité qu'auparavant et tous les déchets résiduels et produits recyclables ont été collectés comme à l'accoutumée. Le tri à la source est donc resté le même qu'avant la crise. Ce qui a changé, c'est qu'avant, comme je l'ai déjà mentionné, nous avions des centres de collecte séparés où les flux de déchets qui ne sont pas aussi fréquents sont collectés, comme les déchets encombrants ou les déchets dangereux provenant des ménages et autres. Et ces centres de collecte ont été fermés pendant presque un mois. Donc, ils étaient complètement fermés, à l'exception de 4 d'entre eux sur 16 ouverts uniquement aux entreprises, mais complètement fermés aux ménages du 17 mars au 14 avril. Et le 14 avril, après le week-end de Pâques, nous avons pu réouvrir 9 de nos 16 centres de recyclage également au public, avec des mesures spéciales comme dans beaucoup d'autres endroits. Nous avons donc aussi un nombre limité de voitures qui sont autorisées à entrer dans les centres de recyclage et les gens doivent porter des masques et rester à distance. Tout va bien? Oui, continuez. Tout va bien? Je crois qu'il y avait des bruits de fond. Nous avons 4 installations d'incinération des déchets dans la ville de Vienne. Celles-ci sont utilisées pour les déchets ménagers municipaux, mais aussi pour les déchets qui, selon leur composition, sont considérés comme étant des déchets ménagers, mais proviennent en réalité de petites entreprises
ou de services publics ou autres entités similaires. Et les déchets contaminés en raison du virus étaient désormais également collectés avec ces déchets résiduels, puisque tout était brûlé à plus de 800 degrés. Le virus était neutralisé pendant ce processus et nous avons ainsi pu poursuivre nos opérations dans l'ensemble comme à l'accoutumée, étant donné que nous ne mettions pas de déchets en décharge avant, donc aucun danger ne provenait de ce flux de déchets spéciaux. Nous avons aussi une usine de compostage qui est également exploitée par la ville de Vienne avec une capacité d'environ 100 000 tonnes à Vienne. Nous sommes très stricts sur la collecte séparée des matériaux organiques et déjà avant la crise, nous ne collections que des déchets verts et des déchets de jardin. Donc pas de déchets de cuisine des ménages qui vont dans les déchets résiduels. Et donc nous avons aussi pu poursuivre la collecte des déchets organiques comme d'habitude et composter ces matériaux parce qu'ils provenaient de déchets verts et de jardin. Donc là aussi, il n'y a rien à craindre. Nous avons une décharge gérée par la ville qui se trouve dans le 22e district à l'intérieur des limites de la ville. Mais cette décharge est utilisée uniquement pour les déchets résiduels après incinération. Donc les scories et les cendres sont mélangées avec du béton et ensuite amenées dans cette décharge. Et encore une fois, il n'y a aucun risque de santé ici. Par conséquent, nous avons pu exploiter cette décharge comme avant le virus. Nous avons quelque peu recouru à des entreprises privées de camionnage qui nous ont aidés à transporter les résidus de l'incinération des déchets vers la décharge. C'est la seule mesure que nous avons prise à ce niveau parce que nos camions ont été principalement utilisés pour la collecte des déchets de ménage durant cette période. Une autre opération que la ville gère, c'est l'atelier de recyclage. Nous avons de nombreux programmes de prévention des déchets dans la ville de Vienne et c'est là un des plus importants. Les matériaux pour l'atelier de recyclage sont généralement collectés auprès des centres de recyclage, ce qui n'était pas le cas puisque ceux-ci étaient fermés pendant un mois. Aucun matériau n'a été collecté, ce qui n'a pas posé de problème puisque l'atelier était évidemment fermé lui ici. Nous prévoyons de le réouvrir dans la première semaine du mois de mai. Et étant donné que les centres de collecte sont déjà ouverts depuis 2 semaines, tous les éléments nécessaires pour cela sont déjà en place. Maintenant, quelles mesures avons-nous réellement prises à cause de la Covid-19 ? Donc, comme je l'ai déjà dit, notre principal objectif était vraiment de maintenir les services de collecte au même niveau de qualité qu'auparavant. Les camions de collecte démarrent généralement à 6 h du matin dans la ville de Vienne. Et nous avons changé cela en 3 différents quarts de travail afin de pouvoir réduire les contacts entre nos employés dans les salles de contact, dans les salles communes le matin. Un tiers des employés ont donc débuté le travail à partir de 6 h comme d'habitude. Une autre équipe commençait ensuite à 6 h 30 et une troisième à 7 h. La collecte séparée et le recyclage ont également été maintenus comme à l'accoutumée, tel que déjà mentionné. Toutes les installations de traitement des déchets ont continué à fonctionner à pleine capacité. Nos employés ont bien entendu reçu pour instruction de faire quelques changements dans leur comportement au quotidien. Ils étaient tenus de porter un masque et de se laver les mains si possible lorsqu'ils retournaient dans les salles communes, etc. ou de désormais utiliser du gel désinfectant lorsqu'ils étaient dans les camions de collecte. Nous avons pu produire suffisamment de gel désinfectant pour les mains dans notre propre laboratoire qui était fermé pour toutes les autres activités et les services de balayage des rues ont été fortement réduits de près de 90%. Et l'ensemble du personnel généralement affecté au balayage des rues est devenu un personnel d'appoint pour les services de collecte afin que nous puissions garantir que même en cas d'infection par la Covid-19 et l'exposition de tous les employés qui étaient en contact avec cette personne, que ceux-ci puissent être directement remplacés par notre pool créé en interne. Comme je l'ai déjà dit, les centres de recyclage étaient fermés pour les citoyens pendant près d'1 mois. L'atelier de recyclage est fermé mais va réouvrir au début du mois de mai et le personnel administratif a fait la transition vers le télétravail dans la mesure du possible. Pour le personnel administratif qui devait encore retourner au bureau, nous avons essentiellement conçu un plan afin que ces personnes soient toujours seules dans leurs bureaux respectifs pour éviter tout contact entre les employés. En ce qui concerne la communication avec les citoyens en général,
Le MA48 dispose d'un centre d'appel qui fonctionne tous les jours de 8h du matin à 18h. Le numéro de téléphone de notre centre d'appel est imprimé sur chaque poubelle dans toute la ville de Vienne. Et cela a également été un outil de communication très important pendant cette période. Donc, tout fonctionnait aux heures normales et les téléphones sonnaient beaucoup. Mais nous avons pu maintenir la communication à un bon niveau. Nous avions aussi des informations écrites, bien sûr. Nous avons continuellement mis à jour notre page d'accueil avec les nouvelles mesures, par exemple par rapport au centre de recyclage. Et nous avons également utilisé les médias sociaux comme Facebook et Instagram pendant la crise. Donc tout ce qui était nouveau, comme la fermeture ou l'ouverture des centres de recyclage, ou encore des mesures comme celles portant sur la manipulation des déchets ménagers par les particuliers, était diffusé sur l'ensemble de ces canaux de communication. Et ce que nous savons aussi de tous nos canaux de communication, c'est que les réactions ont été très positives. Nous avons reçu beaucoup de dessins d'enfants pour encourager nos travailleurs et les gens applaudissaient aussi quand les collecteurs de déchets passaient. Donc, dans l'ensemble, nous avons obtenu le feedback que les gens sont satisfaits de nos services pendant la crise et apprécie également le fait que tout a été maintenu tel quel. Donc, merci pour votre attention. D'accord. Merci à vous Nicolas pour cette très belle présentation du modèle viennois et sur la façon dont vous avez communiqué avec les citoyens. Et ça fait plaisir d'entendre que vous obtenez également des retours positifs. C'est toujours bon d'avoir des réactions positives en temps réel. Juste une petite question de suivi de l'auditoire et la question est la suivante. Vous mentionnez le nettoyage des rues comme étant moins essentiel. Vous avez dit que vous l'avez diminué de près de 90% ou quelque chose comme ça. Et donc la question est la suivante. Avez-vous conclu que le nettoyage des rues n'affecte ou ne contribue pas à la propagation de la pandémie ou à prévenir la propagation de la pandémie? Eh bien, au début, nous avons fortement réduit les activités de balayage des rues afin de disposer d'un pool de travailleurs suffisant pour maintenir notre objectif principal qui était la collecte des déchets ménagers. Et nous avons également connu une diminution en termes de besoin de nettoyage des rues vu que beaucoup moins de personnes étaient dans les rues. Et au début, nous n'avions pas non plus de politique de port du masque à Vienne, de sorte que les problèmes avec le public, la contamination avec des masques, des tissus, etc., ne sont pas apparus au cours des premières semaines. Quand les personnes ont commencé à sortir plus souvent et à utiliser les rues à nouveau, nous avons nous aussi à nouveau renforcé notre équipe. Donc en gros, la répartition des travailleurs était assez dynamique. Et lorsque les cas ont diminué et que nous avons eu besoin de moins de travailleurs de réserve, puisque le risque en termes de cessation de travail par les collecteurs a diminué et que les gens ont utilisé la rue davantage dans le même temps, nous avons pu déployer certains travailleurs là où on en avait besoin. Super, ok, merci d'avoir partagé. Nous allons maintenant procéder à notre dernier sondage. Donc, que tout le monde se prépare à se réveiller à nouveau. Alors, s'il vous plaît, et ce sondage porte sur la communication. Nous venons tout juste d'entendre qu'une communication efficace est importante et peut-être aussi efficace puisque les gens disent qu'ils étaient bien informés de ce qui se passait. Ou alors, vous n'avez pas du tout été informé sur les changements. La dernière option s'applique bien sûr aussi s'il n'y a pas eu de changement, parce que nous avons entendu plus tôt qu'il y avait des villes où aucun changement n'a été apporté à la gestion des déchets, la collecte ou la collecte des déchets. D'accord, je vais vous accorder quelques secondes de plus, puis nous allons clore le sondage. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils n'étaient pas informés des changements. La raison pourrait également être qu'il n'y a pas eu de changement. Mais un cinquième des personnes disent oui, ils ont toujours su ce qu'il fallait faire, et donc peut-être qu'il pourrait y avoir quelques améliorations supplémentaires en matière de communication. Nous y reviendrons peut-être avec quelques questions à Nicolas plus tard. Maintenant, notre dernier intervenant aujourd'hui, c'est Zhang Cheng, qui est actuellement responsable de la collecte classée des déchets municipaux à Wuhan, en Chine. Elle œuvre dans le domaine de la classification des déchets depuis 3 ans et a une expérience avérée dans la théorie et la pratique de la classification des déchets.
Elle est familière avec le processus de classification des déchets et a participé à la définition et à l'évaluation de la classification des déchets. Elle détient une maîtrise de l'université de Wuhan. Alors, s'il vous plaît, Chen, vous pouvez commencer à parler et à partager avec nous ce que Wuhan a fait. Ok, il semble y avoir des difficultés techniques. Vous pouvez commencer votre présentation, nous vous voyons et vous entendons. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci d'avoir invité Wuhan à participer à cette réunion. Je vais vous présenter le travail de gestion des déchets municipaux solides à Wuhan pendant l'épidémie de la Covid-19. Wuhan est la plus grande ville de la Chine centrale avec une superficie de 8569 km² et une population permanente de plus de 11 millions d'habitants. Les déchets municipaux solides sont collectés dans les points de collecte ou à partir de bacs d'ordures ménagères, puis acheminés vers les stations de transfert par les agents de l'assainissement. Ces déchets sont ensuite transportés vers les sites d'élimination proches par des véhicules de plus grande taille. Il y a 9 sites d'élimination parmi lesquels 2 décharges, 5 incinérateurs et 2 centres de pré-traitement. En 2019, la moyenne journalière de collecte et d'élimination des déchets solides municipaux s'élevait à 12 000 tonnes. L'apparition de l'épidémie de la Covid-19 a engendré des défis majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets solides municipaux à Wuhan. En tant que partie importante des fonctions et opérations de la ville, gérer les déchets solides municipaux rapidement, en toute sécurité et de manière efficace est le devoir et la mission de chaque agent d'assainissement. Nous avons été confrontés à divers défis à différents stades de l'épidémie. Dans la phase initiale de l'épidémie, nous avons été confrontés aux défis liés au traitement des déchets solides créés par certains patients isolés à la maison. Ensuite, nous avons dû traiter les déchets solides des hôpitaux désignés, des hôpitaux improvisés, ainsi que des centres d'isolement désignés et foyers hospitaliers provisoires. Nous avons dû réfléchir à l'élimination des masques. Ce sont là les problèmes que nous devions résoudre. Au vu de cette nouvelle situation, la ville de Wuhan a ajusté la collecte, le transport et le mode d'élimination des déchets solides afin d'assurer la sécurité de l'ensemble du processus. La quantité de déchets solides municipaux quotidiens collectés a diminué de 12 000 tonnes à 6 800 tonnes en raison du confinement des populations, du contrôle de la mobilité du personnel, de la fermeture des entreprises et magasins, restaurants, etc. La collecte était nettement inférieure que d'habitude afin d'éviter le risque de pollution secondaire causée par l'élimination des déchets. Nous avons adopté 2 mesures. D'abord, nous avons fermé les décharges dédiées aux déchets solides municipaux le 6 février de cette année et tous les déchets solides municipaux ont été envoyés dans des usines d'incinération. Deuxièmement, nous avons complètement désinfecté et stérilisé les installations d'assainissement de l'environnement telles que les bacs à ordures, les camions de transport, les stations de transfert, les usines d'élimination des déchets 1 à 2 fois par jour. Adhérant strictement aux normes techniques pour assurer la sécurité de l'ensemble du processus de la collecte, du transport et de l'élimination. Nous avons jusqu'ici collecté et éliminé les déchets solides municipaux de l'ordre de plus d'un demi-million de tonnes cette année. Nous avons poursuivi le nettoyage quotidien et assuré l'ordre de la propreté de la ville et de son environnement. Les déchets solides des hôpitaux improvisés provisoires, des points d'observation d'isolement, des autres sites associés à l'épidémie et les masques abandonnés dans les espaces publics sont définis comme étant des déchets solides liés à l'épidémie et sont éliminés selon les règles médicales conventionnelles.
Au cours de la période d'épidémie, plus de 5200 tonnes de déchets solides liés à l'épidémie ont été collectés, transportés et éliminés à Wuhan, soit une production quotidienne moyenne d'environ 90 tonnes. Pour éviter que les déchets solides liés à l'épidémie deviennent une nouvelle source de transmission du virus, nous avons formulé des spécifications techniques bien précises pour assurer leur élimination sûre et efficace. D'une part, nous avons mis en œuvre l'élimination à la collecte classifiée. Nous avons installé des bacs de collecte spéciaux pour les déchets solides liés à l'épidémie à l'intérieur et à l'extérieur des zones liées à l'épidémie et mis en place des conteneurs de collecte spéciaux pour les masses abandonnés dans les lieux publics denses. Le public est encouragé à mettre les déchets liés à l'épidémie dans des conteneurs spéciaux par le biais d'une vaste campagne de sensibilisation. Les agents de l'assainissement et de l'environnement, quant à eux, sont tenus de prioriser le nettoyage des déchets liés à l'épidémie lors de leur ronde de nettoyage. En outre, le transport et l'élimination classifiés ont été effectués. Le personnel et les véhicules désignés ont collecté les déchets liés à l'épidémie selon un calendrier. Les travailleurs ont été formés professionnellement et les véhicules enregistrés auprès des installations d'incinération. Les déchets sont incinérés aussitôt que possible dès leur arrivée dans les installations d'incinération. Il est stipulé que les installations d'incinération n'acceptent pas les déchets solides liés à l'épidémie transportés par des véhicules non immatriculés et arrivant à des heures non programmées. Il ne doit pas y avoir de fuite pendant le transport et le déchargement. Afin de réduire efficacement le risque que les agents d'assainissement de l'environnement ne s'infectent avec le virus dans le cadre de leur travail, nous avons essentiellement adopté les mesures suivantes. Premièrement, fournir au travers de première ligne suffisamment de matériaux de protection qui proviennent de marchés publics d'affectation de dons. Ces matériaux comprennent des masques, gants, lunettes de protection, vêtements de protection, désinfectants et autres matériaux de protection nécessaires pour rassurer la protection des travailleurs. La deuxième étape consistait à renforcer la formation professionnelle avant la prise de fonction, la supervision et l'inspection du personnel pendant le travail, l'incitation des travailleurs à porter l'équipement de protection en conformité avec les procédures opérationnelles standards et la désinfection fréquente des outils et équipements tels que les balais, pinces à ramasser des ordures, petits véhicules de nettoyage, etc. Troisièmement, pour les travailleurs à haut risque, le principe est le suivant. Tous rester au même endroit et isolement individuel. Le logement et les repas sont structurés de manière uniforme. Prendre la température corporelle tous les jours. Après un cycle de fonctionnement, l'isolement doit être mené de manière uniforme afin de garantir qu'il n'y ait pas d'infection croisée. Quatrièmement, nous avons étudié et émis des politiques d'incitation. Nous accordons des subventions temporaires pour la prévention des épidémies et le contrôle du travail des travailleurs qualifiés afin d'accroître leur enthousiasme et la stabilité de l'équipe. À l'heure actuelle, l'épidémie de la COVID-19 a été effectivement maîtrisée à Wuhan et l'ensemble du travail de reprise de réhabilitation de la ville a été accéléré. Les opérations de fonctionnement de la ville sont progressivement entrées dans la bonne voie et l'élimination des déchets solides municipaux a dû être également ramenée à la normale. J'espère que certaines de nos expériences et pratiques pourront vous servir de référence et de point d'appui. Merci, merci à tous. Très bien. Merci beaucoup Cheng d'avoir partagé cela. Et pour le public à titre d'information, mon collègue Seng Jian de notre bureau d'ONU Habitat en Chine va aider à traduire certaines de nos questions. La première question serait: quelles leçons avez-vous tirées? Quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs, en particulier aux fonctionnaires des municipalités? Pouvez-vous répéter la question? Désolé, oui.
Quelles leçons avez-vous tirées et quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs, en particulier aux fonctionnaires des municipalités? D'accord. 工作呢，学的一些手经验，管理的话有建议，就我们垃圾管理，你可以跟他讲一下中文。就是如果疫情期间，这个对管理者有一些什么建议？对管理者有一些建议，你让大家说一下。是在疫情期间对管理者有一些什么建议吗？对。那就是他要首先就是要确定这个垃圾产生，就是我们作为生活垃圾，是吧？ Please wait a minute. 我们作为这个生活垃圾这个主管部门，我们要晓得这个垃圾的产生的量在哪里，然后有一些涉疫的垃圾我们该怎么处理？因为涉疫的垃圾它可能会存在这个自身的这个污染问题。那么我们就第一个要晓得它的这个垃圾量产生在哪里，哪些是涉疫垃圾，然后对这些涉疫垃圾怎么做规范的处理，避免这个自身环境自身污染的问题。OK， 你承认你刚才你回答？您回答吧。OK。翻译一下自身环境自身污染的问题。OK， 你承认你刚才你回答？您回答吧。OK。翻译一下。La réponse à la question est que principalement, la quantité de déchets solides et où ces déchets doivent être collectés de manière à ce que les déchets soient séparés. Pouvez-vous répéter la dernière partie? Malheureusement, nous avons perdu la connexion. Saint-Jean? Ok. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous entendre en ce moment. Donc, s'il vous plaît, conservez cette réponse et nous reviendrons vers vous dans une seconde. Peut-être que la connexion sera meilleure, d'accord? Alors, nous allons maintenant passer à la session de questions et réponses générales. Je vais demander à tous les panélistes de revenir et de se connecter à nouveau, de se placer devant leur caméra et ensuite, nous allons répondre à quelques questions. Et je vais commencer avec Paolo, car vous étiez le premier intervenant. La question est la suivante. Y a-t-il des recherches effectuées sur la contribution de la gestion des déchets à la propagation de la Covid-19? Oui, merci pour la question. En fait, il n'y a actuellement aucune preuve d'un point de vue scientifique que le virus se propage à travers les déchets. Mais de même qu'il n'y a pas de preuve de la propagation de la maladie, il n'y en a pas non plus du contraire. Il est donc important de continuer à mettre l'accent sur les mesures de sécurité et disons qu'il existe, nous avons vu dans différents pays que ces derniers prennent des précautions en vue de limiter la charge infectieuse potentielle dans les déchets. Alors, peut-être qu'il faut demander aux gens de conserver leurs déchets pendant un certain temps avant de les sortir pour la collecte, ou aussi garder les déchets avant le processus de tri et de traitement dans les centres de recyclage, car il y a beaucoup d'opérations manuelles dans les centres de recyclage. Je pense donc que nous ne pouvons pas toujours dire qu'il y a des preuves concernant la propagation, mais c'est vrai que pour s'assurer que les travailleurs sont en sécurité et qu'ils peuvent effectuer leur travail, disons plus ou moins comme d'habitude, nous devons leur fournir des informations précises sur ces mesures de sécurité. Et donc certaines de ces précautions, comme conserver les déchets pendant un certain temps, peuvent dans une certaine mesure contribuer à réduire la charge infectieuse potentielle, même si malheureusement nous n'avons jusqu'ici pas encore de preuves concrètes à ce sujet. D'accord? Merci beaucoup. À ce stade, je voudrais encourager les auditeurs à envoyer toutes les questions qu'ils se posent. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir répondre à toutes les questions ici, mais nous allons demander aux présentateurs d'y répondre par la suite et nous vous ferons parvenir leurs réponses. Donc, Donovan,
quels sont, selon vous, les flux de déchets qui sont contaminés et ceux qui ne le sont pas? Eh bien, c'est ce qui est difficile à savoir. Je veux dire que ce que nous voyons, c'est un sens de... Je pense qu'il y a deux choses différentes. La science et la perception qui influencent toutes les deux les choses. Donc, vous savez, comme la présentation fantastique de Juan l'a souligné, l'accent a été mis à ce moment sur les déchets médicaux directs, les déchets qui avaient été en contact direct avec des personnes connues pour être infectées par la Covid-19. Donc, dans leur cas, les déchets qui étaient considérés comme les plus contaminés et qu'il fallait séparer, incinérer et transporter, les travailleurs du secteur des déchets étant eux aussi, bien sûr, soutenus d'une certaine manière, ces déchets qui avaient un rapport direct avec ceux qui portaient le virus, et bien sûr les personnes qui s'occupaient des personnes atteintes par le coronavirus. Ce sur quoi nous en savons moins, ce sont les autres formes de déchets potentiels, plastique, carton, papier, mouchoirs et autres. Nous avons quelques lignes directrices de l'OMS sur la durée de vie du virus, sous une forme qui peut être transmise sur certains de ces matériaux et surfaces, mais les choses ne sont pas tout à fait claires en ce qui concerne la science sur ce sujet. Et ce que nous voyons par conséquent, c'est que la perception comble ce vide. C'est ce que Paolo a évoqué. Paolo a évoqué la question du stockage des déchets dans la maison. Mais dans plusieurs villes, par exemple, on dissuade les ménages de trier, de garder leurs produits recyclables à la maison. Mais on leur conseille plutôt de les sortir le plus vite possible, de peur que les personnes vivant dans les différents ménages soient contaminées. Il y a donc beaucoup de cela. C'est pour ça que j'ai soupiré un peu plus tôt. Il y a beaucoup de messages contradictoires, et je suppose que dans une situation de vide en termes de science et d'absence d'informations claires, on a le sentiment que potentiellement tous les produits peuvent à tout moment devenir des contaminants potentiels et des substances toxiques. Et à cet égard, je pense que tous les flux de déchets ont été traités comme tels, ce qui, vous savez, est causé par cette absence d'information, et je suppose la peur que suscitent les flux de déchets. Je pense que c'est quelque chose qui... c'est ce gap en termes d'information qu'à mon avis, les professionnels de la gestion de déchets et ceux qui travaillent dans le domaine de la gestion des déchets pendant cette pandémie doivent combler, aider à combler pour les autorités ce vide d'information aussi rapidement que possible pour les ménages et pour les travailleurs et ramasseurs du secteur informel, etc. Afin que nous puissions avoir un système efficace de gestion des déchets qui protège la santé de tous ceux qui s'y trouvent impliqués. Ok, merci. Nicolas, un des participants voulait savoir si certains de vos travailleurs du secteur des déchets étaient réticents à sortir pour collecter les déchets. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Désolé. Quelques participants se demandaient si certains de vos travailleurs du secteur des déchets étaient réticents à l'idée d'aller ramasser des déchets. Non. En fait, tous nos employés ont fait montre d'un très bon degré de motivation pendant toute cette période. Nous avons même eu très peu de congés maladie pendant la durée de cette pandémie. Tout le monde était vraiment très solidaire et l'esprit d'équipe, je dirais, était très prononcé. C'est très agréable à entendre. Quelqu'un d'autre se demandait s'il y a eu, comme nous avons entendu de Wuhan, que la production de déchets a connu une baisse drastique de près de 50%. Avez-vous des informations à ce sujet? Avez-vous déjà des données pour la ville de Vienne? La production de déchets a-t-elle changé au cours des 2 derniers mois? Des analyses sont en cours. Je sais que certaines communautés en Autriche ont déjà publié leurs chiffres. Je pense que la Haute-Autriche a fait état d'une augmentation et dans la zone de Graz également. Nous l'étudions en ce moment. Dès que nous aurons les résultats officiels, je vous les communiquerai. Ce serait très intéressant. Merci. Je vais revenir à mon collègue Senjang. Cheng est-elle prête à répondre à certaines des questions? Nous étions en train de nous demander si elle pouvait y répondre. Peut-être pouvez-vous essayer de voir si vous pouvez répondre à la question qui a été posée plus tôt. Bonjour. Oui, nous vous entendons, mais malheureusement, c'est très entrecoupé. Votre connexion va et vient. Ok Zenjang, malheureusement, nous ne vous entendons pas. Donc je suggère que nous rassemblions toutes les questions et les envoyions à Wuhan. Nous les diffuserons par la suite. Je suis vraiment désolé pour l'audience. Je pense que ça aurait été très intéressant,
mais cela donne un peu plus de temps aux autres panélistes. Nous allons tout simplement partager des questions ultérieurement. Ok? Très bien. Alors, voyons voir quelles autres questions nous avons. Oui, une question très intéressante peut-être pour vous tous. Quelles sont vos suggestions concernant la gestion des déchets solides pour les pays en développement comme l'Inde, où la densité de population est extrêmement élevée, également dans les bidonvilles et les colonies non organisées où les systèmes de collecte font souvent défaut? Je vous en prie, qui veut prendre la parole? Peut-être Donovan, voulez-vous bien essayer de répondre? Ok. Bien entendu, il y a des systèmes de gestion des déchets partout. Ils vont, vous savez, du système très informel et sporadique au système formel et structuré. Donc je pense qu'un des défis qui se pose ici est d'identifier les travailleurs impliqués dans la collecte, souvent de différents matériaux, qu'il s'agisse de déchets organiques ou de plastique, de boîtes de conserve ou même de déchets électriques, et de pouvoir les soutenir dans la poursuite de pratiques sûres. C'est très difficile de dire aux personnes qui travaillent dans le secteur informel, qui subsistent essentiellement sur un revenu quotidien, qui ne doivent pas ramasser ou collecter les produits recyclables, puis les vendre, etc. Je pense donc que la meilleure chose à faire pour les villes est de reconnaître les ramasseurs de déchets et de reconnaître que le secteur informel joue un rôle essentiel, et ainsi de fournir des informations de base et essentielles aux ramasseurs des déchets sur la gestion de leurs services et sur la manière la plus sûre de garantir leur santé, et aussi de les appuyer, notamment en ce qui concerne l'utilisation des gants et de masques et autres matériels de base pour s'assurer qu'ils puissent continuer de travailler dans des conditions les plus saines possibles. Et je pense que reconnaître le rôle du secteur informel constitue un élément fondamental de la stratégie globale de lutte contre la Covid-19 concernant les systèmes de déchets. Très bien. Merci pour cette perspective. Je saisis cette opportunité pour annoncer le webinaire de la semaine prochaine. Nous aurons un autre webinaire dans cette série la semaine prochaine. Il se tiendra à nouveau à une heure différente. Ce sera dans l'après-midi pour tous ceux qui sont en Afrique et en Europe. Et il va porter sur la sécurité des travailleurs formels et informels. Paolo et Nicolas, peut-être l'un de vous veut-il aussi dire quelque chose par rapport à cette question? J'adhère pleinement au point de vue de Donovan. Un autre point intéressant peut-être, c'est la communication aux citoyens. Même en l'absence de système de collecte développé, très bien développé, le rôle de la sensibilisation des citoyens sur l'importance de leurs habitudes et le respect des collecteurs de déchets est également très important. Donc, les deux volets de la communication, d'une part, vis-à-vis des citoyens, et d'autre part, pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs, sont très importants. Ainsi, je pense que nous devrions examiner cette période afin de développer une conscience accrue de l'importance de nos habitudes en matière de protection de l'environnement, mais aussi de la santé des travailleurs qui sont engagés dans ce secteur crucial. Super. Nicolas, avez-vous quelque chose à ajouter? Je veux aussi souligner que je pense que la communication est essentielle et surtout dans des endroits comme cela, c'est très important que les personnes qui sont réellement sur le terrain, effectuant la collecte et le recyclage de toute activité ayant trait aux déchets, soient bien informées sur ce qui est maintenant sûr ou dangereux pour elles. Deuxièmement, dans la mesure où cela est possible, il convient de mettre l'accent juste sur l'élimination des déchets contaminés des décharges comme première chose à faire, afin de s'assurer que ces déchets ne soient pas accessibles aux personnes qui ramassent habituellement les déchets dans les décharges, etc. S'il n'y a pas de système d'incinération en place comme à Wuhan, peut-être au moins créer une zone séparée ou quelque chose du genre. Donc je pense que c'est une mesure minimum qui devrait être prise. Ok, très bien. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est écoulé et je voudrais remercier chacun d'entre vous qui est en ligne, ainsi que nos panélistes, d'avoir présenté et partagé leurs expériences. Nous allons partager leurs diapositives et les questions que nous n'avons pas pu leur poser pendant cette session ultérieurement, ainsi que plus particulièrement celles adressées à notre intervenante de Wuhan, qui n'a malheureusement pas pu répondre aux questions en raison de la mauvaise qualité de la connexion. Rejoignez-nous à nouveau la semaine prochaine pour le webinaire sur la sécurité des travailleurs. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée, une belle journée, une belle matinée, où que vous soyez. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Au revoir.